au département de psychosociologie et travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis aussi membre du conseil d'administration d'AIBSL dont vient vous présenter le travail Chantal. Merci à Lédic, à Stéphanie de m'avoir invité. Et alors moi je me suis proposé, quand j'ai vu la proposition qui était faite de son colloque, qui voulait voir c'est quoi les stratégies des institutions, des praticiens et des immigrants pour travailler la question de l'intégration, je me suis dit c'est peut-être le temps pour moi de revenir sur mon propre processus d'immigration. Je me suis dit, tant qu'à être avec les ethnologues, peut-être que je pourrais essayer une auto-ethnographie pour voir ce que ça donne. Mais là, je me suis donné un contrat là, invivable en 20 minutes, ce qui fait que tu m'arrêteras quand ce sera fini, Et donc, d'abord, je dirais que l'élan que j'ai eu de faire cette présentation-là sur ce thème-là, c'est l'urgence de me repositionner à cette époque de plus en plus marquée par les crises écologiques, les crises migratoires, les reprises identitaires et communautaires, alors que nous assistons presque avec effroi à des discours, à une remontée des discours fascistes, nationalistes, racistes, essentialistes. On n'a qu'à regarder les élections européennes, là, on n'a pas besoin d'aller loin. Il semble urgent de re-questionner nos postures relationnelles, nos postures professionnelles et nos postures institutionnelles. On travaille comment aujourd'hui, et avec les nouveaux arrivants, et avec les communautés d'accueil, qui sont, comment je dirais, les deux protagonistes, mais en même temps, tous les deux en difficulté, chacun à sa manière. Donc ma question c'était, qu'est-ce que mon chemin de vie, personnel et professionnel, m'a appris, moi, pour essayer de penser cette question-là aujourd'hui. Évidemment, comme disait Césaire en 1939, on est dans les allures des années 30. Hein. Il y a encore une mer à traverser. Oh, encore une mer à traverser pour que j'invente mes poumons. Donc, je voudrais revisiter ma trajectoire migratoire dans une perspective auto-ethnographique. Les auteurs en auto-ethnographie nous disent que la personne du chercheur dans ses dimensions subjectives, culturelles, socio-historiques est reconnue comme un élément du processus de recherche. Le chercheur constitue ainsi le centre épistémologique et ontologique autour duquel tourne la recherche. Comme si, pour la première fois, en opposition avec des approches positivistes, on se disait, de toute façon, il y a un sujet pensant, il pense depuis où? On peut-tu se positionner d'abord depuis où il pense? Comme l'a fait une Denzen, l'auto-ethnographie permet l'étude du monde social à partir de la perspective d'un sujet situé en interaction avec le monde, en dialectique entre le soi et la culture, qui deviennent ainsi réinterprétés à l'heure du jour. Ça, je vous laisse passer là. Je vais donc dans mon auto-ethnographie. Moi, j'ai eu un processus d'immigration long, complexe. C'est comme un stage. Tout ce qu'on peut vivre comme immigrant, je l'ai vécu. Je suis donc arrivée ici, moi, en 93. Jeune femme, jeune maman, j'avais 30 ans à l'époque. Et j'avais laissé mes 2 enfants au Rwanda. Et j'étais boursière de la francophonie. Peut-être que certains d'entre vous savent que ça existe, ces bourses-là de la francophonie. À l'époque, je ne savais pas que j'étais privilégiée. Et donc, j'arrive pour faire un doctorat. Je suis une étudiante étrangère qui a été sélectionnée par son gouvernement, qui est financée par le bourse de la francophonie, qui touche encore son salaire à son pays. Vous voyez le genre. Et dans mon projet, je venais pour 8 mois, et après 8 mois, je retournais faire du terrain au Rwanda, et je revenais avec ma famille, et donc je ne suis jamais repartie, parce qu'au moment d'aller faire du terrain, ça a été la guerre du Rwanda, et ça a fini là. Et j'ai été chanceuse dans cette guerre-là quand même si j'ai perdu beaucoup de monde.
mes enfants que j'avais laissés là et mon ex-compagnon ne sont pas morts. J'ai fini par réussir à les faire venir. Mais pour pouvoir les faire venir, j'ai dû devenir revendicatrice du statut de réfugié. Et en devenant revendicatrice du statut de réfugié, j'ai perdu ma bourse, qui finalement était donnée aux, je sais pas moi, aux élites africaines qui étaient supposées aller développer le pays comme la structure néo-coloniale de laquelle ils avaient pensé. Et donc, il me restait 5 $ dans mon compte et je devais aller chercher mes enfants à Mirabel. C'est quelque chose comme ça. Et donc, je suis tombée revendicatrice du statut de réfugié. C'est intéressant cette chose-là parce que quand je suis tombée revendicatrice du statut de réfugié, j'avais plus de revenus, mais non seulement j'avais plus de revenus, mais j'avais pas le droit d'étudier. Au fait, j'avais le droit d'étudier. J'avais à faire le choix entre tu vas sur le bien-être social et t'attends le jour où tu auras ta résidence permanente pour pouvoir retourner aux études. Nous sommes en début des années 90 et moi je regarde ça et je me dis, une femme noire dans le fond fait du Bas-Saint-Laurent, je vais sur le bien-être social, je sortirai jamais de là. Je décide de ne pas y aller et de faire du ménage puis de payer mes études. Au fait, si j'allais sur le bien-être social, je ne pouvais pas étudier. Si j'étudiais, je ne pouvais pas bénéficier du bien-être social. Et à part le bien-être social, il y avait bien d'autres de possibles. Et donc je vais rester là, mais je vais continuer mes études quand même. Je vous laisse les détails parce que mon projet de thèse était tombé à l'eau avec mon pays. Évidemment, il fallait me trouver un autre projet. J'ai fini par faire une thèse autobiographique parce que j'avais plus de terrain. Et donc, ce que je ne savais pas au moment où j'ai fait ma revendication du statut de réfugié, je ne savais pas que je perdais ma citoyenneté rwandaise. Je l'ai découvert à ce moment-là, que je devenais apatride, que je renonçais. On m'a donné un papier qu'on appelle le papier des personnes protégées, où c'était écrit que je ne peux pas retourner au Rwanda et que j'ai perdu ma citoyenneté. Et je ne savais pas identitairement ce que ça allait faire, le fait de devenir apatride. Et donc, en 80, non, je me suis trompée, c'est en 95 que je suis devenue réfugiée et apatride. Et j'ai une chance, moi, comme personne au monde. Lucar s'est trompé et ils m'ont engagée parce qu'ils avaient oublié de vérifier mes pratiques. Et donc, j'ai été engagée comme prof et ils se sont rendus compte, après que j'ai signé mon contrat, que j'étais une réfugiée. Puis à l'époque, les réfugiés n'avaient pas le droit de travailler. Et mon syndicat m'a dit, écoute, de toute façon, tu vas perdre, mais on va poser un grief, ça va te donner une chance de continuer de gagner ta vie pendant 6 mois, 8 mois, 1 an au hasard. Je dis oui, on se croise les doigts. Et les gens du bas du fleuve qui sont ici le connaissent. Il y avait une députée, Suzanne Tremblay. La députée Suzanne Tremblay, qui était une ancienne prof à l'UQAR et qui était l'amie de mon directeur de thèse, qui apprend cette chose-là. Et le jour où c'est passé à la chambre de commune la loi qui autorisait les réfugiés de travailler, Suzanne a pris ça puis elle m'a faxé ça. À 5 h le soir, le lendemain, on allait en cours pour perdre le major. J'ai été sauvée comme ça. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon dossier. À ce moment-là, comme je venais du Rwanda, comme mon ex-mari était encore au Rwanda pendant la période de la guerre, il y a eu beaucoup de dossiers de Rwandais et beaucoup de dossiers des gens de la Tchétchénie et beaucoup de dossiers des gens qui venaient d'Algérie pendant les troubles en Algérie. Et qui disaient... Et donc, on avait peur d'accepter des génocidaires, mais on n'avait pas de preuves qu'on en était ou qu'on n'en était pas. Ils n'étaient pas sûrs qu'on en était ou qu'on n'en était pas, et donc ils ont décidé de les mettre sur la glace.
C'est comme ça que je serai réfugiée jusqu'en 2004. C'est 12 ans plus tard que je vais voir mon statut de résidente permanente. Si vous voyez bien, si j'avais accepté, donc j'aurais dû attendre jusqu'en 2004 pour continuer mon doctorat. Je ne me trompais pas quand je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Ça va me prendre encore une fois pour des raisons que je ne connais pas, une douzaine d'années avant d'avoir ma citoyenneté que j'ai eue seulement en 2016. La chose la plus importante pour moi ici, c'est cette notion de patridie. D'être sans patrie, sans pays, sans papier, c'est un enjeu majeur de reconfiguration identitaire, de reconfiguration intellectuelle, de reconfiguration professionnelle et surtout de légitimation citoyenne. Je suis désolée, on a beau me dire que tu es un citoyen comme tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis pas un citoyen comme tout le monde. Quand je ne peux pas me déplacer comme je veux, je ne suis pas un citoyen comme tout le monde quand je n'ai pas le droit aux autres, à ce que les autres ont droit. 23 ans d'apatridie, c'était quelque chose d'assez hallucinant. Et je sais bien qu'à ce moment-là, je faisais partie quand même des gens extrêmement privilégiés. J'étais prof d'université, je parlais français, j'étais entourée, tout ce que vous voulez, là, ce que les autres n'ont pas. Je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai vécu dans cette expérience-là, mais je vais m'appuyer sur Hannah Arendt qui dit « Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-à-dire nos réactions naturelles, la simplicité des gestes, l'expression spontanée de nos sentiments. » C'est sur ce terreau-là qu'on demande aux étudiants internationaux d'étudier et de performer. C'est sur ce terreau-là qu'on demande aux immigrants de travailler, etc. C'est sur ce terreau-là. Et ce terreau-là n'est jamais pris en considération, que ce soit pour les études, que ce soit pour les emplois, même pour les accompagnements des personnes immigrantes. Et donc, comme étudiante, je vivais ce que tout le monde vivait. Mais j'avais le génocide du Rwanda dans la cravate, moi. Je gérais ça, je gérais mes enfants, je gérais ma famille. Mais j'avais tout ça que tous les étudiants internationaux vivent. Le choc culturel, le racisme et les préjugés, l'adaptation à l'enseignement, l'absence de réseau social, la barrière de la langue, la pression de la famille. Je voudrais juste m'arrêter 2 minutes. Cette histoire-là de racisme et de préjugés, on sait, comment je dirais, moi j'aime ça dire que j'en ai pas vécu tant que ça. Au Québec, j'en avais assez vécu en Europe. Peut-être que je trouvais qu'en Europe c'était un peu plus corsé que ce que je vivais ici. Mais ce qui est important, c'est parce que les autres me font vivre que le regard que je pose moi-même sur moi, qui est hérité de la colonisation, qui se répète et se rejoue dans les systèmes et les institutions néocoloniales quand tu te retrouves dedans. Ce qui va, je ne sais pas comment dire, tordre un peu la réalité dans tes interactions avec les autres. Cette histoire de la pression de la famille, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'un immigrant, un réfugié, il habite un monde beaucoup plus large que celui qu'on voit, quoi. Ma famille, dans les camps de réfugiés au Congo, en Zambie, au Malawi, au je sais pas quoi, ils étaient avec moi à Rimouski dans ma gestion de mon quotidien. C'est des éléments, ça prend la charge mentale, comme on dit, alors que c'est invisible et n'est pas pris en considération par personne. Et la plupart du temps, les gens qui nous accompagnent ignorent jusqu'à cette réalité-là. Ils ne veulent pas le savoir. Ils ne peuvent pas le savoir, ils se sentent impuissants, puis ils ne veulent rien savoir de s'approcher de cette chose-là. Ce qui augmente le sentiment d'isolement. Je voudrais revenir sur Hannah Arendt encore,
Quand elle dit, jusqu'à présent, le terme réfugié, à présent c'était après la Deuxième Guerre mondiale, au moment des Juifs, c'est dans son texte magnifique qu'il faudrait lire, les gens qui accompagnent. Les réfugiés, ça s'appelle nous autres les réfugiés. Jusqu'à présent, le terme de réfugié évoque l'idée d'un individu qui avait été contraint de chercher refuge en raison d'un acte ou d'une opinion politique. Or, s'il est vrai que nous avons dû chercher refuge, nous n'avons cependant commis aucun acte répréhensible et la plupart d'entre nous n'ont même jamais songé à professer une opinion politique extrémiste ou même tout simplement une simple opinion politique. Avec nous, ce mot réfugié a changé de sens. On appelle de nos jours réfugiés ceux qui ont le malheur de débarquer dans un nouveau pays complètement démuni et qui ont dû recourir à l'aide des comités de réfugiés. Et cette aide de comités de réfugiés dont on a tellement besoin, extrêmement besoin, douloureusement besoin, est aussi un poison parce qu'il est vécu comme quelque chose d'humiliant, comme quelque chose qui pourrait devenir facilement aliénant. Je passe. Vers quelle posture professionnelle? Je voudrais préciser juste que à l'UQAR, avec mon collègue Clancy, on a été chargé de nous occuper des étudiants internationaux. Avec mes collègues, on réfléchit à IBC, à l'accueil des réfugiés, depuis que Rimouski est devenue la 14e ville d'accueil de réfugiés prise en charge par l'État. Et vers quelle posture professionnelle et institutionnelle? On n'y est pas encore. Mais dans l'idéal, on devrait être capable de penser la géohistoire de nos rencontres. J'ai une faute, excusez-moi. La géohistoire de nos rencontres. Quand Marie-Noël et moi, on se rencontre dans une réunion, là, notre relation est là une histoire géopolitique. Elle est française, je suis rwandaise, nos pays ont une histoire. Et qu'on le veuille non, ou pas, ça teinte nos liens. Plus qu'on le sait, plus qu'on peut le soigner, mais moins qu'on le prend en considération, moins bien que c'est. Donc, face à une clientèle mondialisée, comment nous pouvons devenir nous-mêmes mondialisés et considérer les différents niveaux de la complexité de nos histoires? J'ai rencontré dernièrement un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Daniel Dolivois. C'est un haïtien qui travaille dans une université, je ne me rappelle plus laquelle, en France. Il travaille sur la notion de la mondialité, qui est une notion qui vient de Glissant, d'Édouard Glissant. Lui, il prône une praxis de la mondialité. Et Glissant oppose la mondialité à la mondialisation. Il dit que la mondialisation est un concept économique, capitaliste, de liberté des marchés, alors que la mondialité est une centration sur les rencontres des peuples, etc. Une disposition d'esprit, c'est une posture dynamique dans laquelle les praticiens professionnels de la relation humaine se préoccupent de penser au sujet singulier dans le monde et en même temps de repérer, de prendre en compte ce qui relève du mondial dans les moindres expressions. Ce que ça veut dire cette chose-là, c'est accepter que dans chacun de nous, pendant que je suis aujourd'hui à Gatineau, le monde entier m'habite. Et les élections européennes m'habitent, ce qui se passe au Rwanda m'habite, ce qui se passe au Congo m'habite. Et je ne suis pas la seule ici à être habitée par ça. Nous sommes tous habités par ça. Est-ce qu'on peut prendre en considération cette chose-là? Je vais essayer d'achever. Je ne peux plus. Ça demande donc d'adopter l'idée de la mondialité, le concept de la mondialité, comme un chemin de résilience qui permet une ouverture à soi, mais à l'autre en soi, l'autre qui est en face de moi. C'est Stéphanie qui est en face de moi, elle est québécoise. C'est quoi l'histoire qu'elle charrie dans son corps qui m'impacte? Plus que je la connais, mieux que ça va aller. Donc l'ouverture à soi, à l'autre en soi et aux autres autour de soi. Vivre ensemble avec soi-même, vivre ensemble avec les autres et accepter que nous sommes habités par le monde. Je peux changer en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer. Je
Je vais arrêter là. Quand la modalité comme pratique d'accompagnement, selon Delivoye, c'est une manière d'écouter, une manière de prendre le monde comme objet, une manière de se penser dans le monde et une manière de penser le monde en soi. C'est faire de la relation d'accompagnement un prolongement du lien familial. Je veux juste arrêter là en disant que tant que on travaille en groupe, on resocialise les personnes qui ont été totalement déliées par des histoires d'immigration épouvantables. Ce qui permet, et tant qu'on travaille avec les histoires de vie, on permet de reconstruire une identité narrative où tout avait éclaté. Si la mondialisation est centrée sur le marché capitaliste, se centrer sur l'être humain, ça réhumanise les réfugiés et les immigrants. Et ça conscientise notre participation à l'état du monde. Je vous remercie.